Depuis sa naissance jusqu'à ses derniers jours, Hitler nourrit une haine profonde envers les Juifs. Une haine qui, au fil des années, ne cessa de croître et de se structurer idéologiquement, avec des motifs, des accusations et des raisonnements construits dans son esprit. Il réussit à convaincre une partie importante de la société allemande qu'il était nécessaire d'anéantir tous les Juifs. Mais alors, pourquoi Hitler détestait-il autant les Juifs ? Pour comprendre cela, il faut remonter à ses origines, à son environnement et aux influences intellectuelles qui ont façonné sa pensée. L'enfant qui rêvait. Adolf Hitler naît le 20 avril 1889 dans un petit village appelé Braunau am Inn, dans la province de Haute-Autriche, au sein de l'Empire austro-hongrois. À cette époque, l'Empire austro-hongrois était un État multinational extrêmement complexe, composé d'Allemands, de Hongrois, de Tchèques, de Slaves, de Juifs et de nombreuses autres minorités. Cette diversité ethnique et linguistique jouera un rôle important dans la formation de son nationalisme. Il était l'enfant d'une famille de classe moyenne composée de son père, Alois Hitler, agent des douanes, et de Clara Posle, qui était la troisième épouse d'Alois. Le père d'Adolphe était un homme autoritaire, attaché à la discipline et à l'ordre administratif de l'État impérial. Les parents d'Adolf Hitler étaient cousins. Ainsi, lorsqu'ils ont voulu se marier, ils durent obtenir une dispense papale, ce qui était nécessaire en droit canonique lorsque les futurs époux avaient un lien de parenté proche. À sa naissance, le petit Hitler fut baptisé dans l'église Saint-Étienne du village où il grandit. L'éducation religieuse catholique faisait alors partie intégrante de la culture autrichienne. Le prénom Adolphe dérive des mots du vieux haut-allemand Adel et Wolf. Adel signifie noblesse et Wolf signifie loup. Ainsi Adolphe peut être interprété comme le loup noble. Plus tard, Hitler utilisera cette origine symbolique pour se forger une identité personnelle, adoptant le surnom Wolf. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs de ses quartiers généraux porteront cette référence, notamment la Volksschanze en Prusse orientale. Ce choix n'était pas anodin, il cultivait l'image d'un chef solitaire et prédateur. Cependant, l'enfance d'Adolf Hitler fut marquée par une atmosphère familiale tendue. Il fut régulièrement battu par son père. Selon certains témoignages, ces violences auraient contribué à forger chez lui une personnalité rigide, marquée par la volonté de domination et le refus d'apparaître faible. Malgré cela, il obtint de bons résultats à l'école primaire. En revanche, au lycée, ses performances chutèrent. Il fut suspendu et dut redoubler. Selon ses professeurs, il manquait d'intérêt pour les matières classiques. Toutefois, un enseignant exerça une influence particulière sur lui, le professeur d'histoire Leopold Poch. Ce dernier enseignait une vision fortement nationaliste de l'histoire allemande, insistant sur la grandeur passée des peuples germaniques. Cette approche nourrira chez Hitler un imaginaire politique fondé sur la revanche et la pureté nationale. Dans Mein Kampf, son premier ouvrage publié dans les années 1920, Hitler expliquera que ses mauvais résultats étaient liés à son conflit avec son père. Échouer devenait pour lui une forme de rébellion. Son père souhaitait qu'il devienne fonctionnaire des douanes, une carrière stable et respectable dans l'Empire. Mais Hitler aspirait à autre chose. Depuis l'enfance, il rêvait de devenir peintre. Il se voyait comme un artiste incompris, fasciné par l'architecture monumentale et les paysages urbains. Le 3 janvier 1903, son père décède subitement. Cet événement marque un tournant. Sans figure d'autorité forte, Hitler s'isole davantage. Ses résultats scolaires se dégradent encore et à 16 ans, il quitte l'école sans diplôme. Au fil du temps, certains traits de sa personnalité deviennent plus visibles. Il se considère comme pan-germaniste, c'est-à-dire partisan de l'unité de tous les peuples germanophones dans un même État. Cette idée était répandue à la fin du XIXe siècle parmi certains milieux nationalistes. Il déteste profondément la diversité ethnique de l'Empire austro-hongrois, qu'il perçoit comme un affaiblissement de l'identité allemande. Il nourrit également une aversion envers la monarchie des Habsbourg, qu'il juge trop tolérante envers les minorités. Durant ces années, il admire Georg von Schönerer, un politicien nationaliste radical. Schönerer défendait la germanisation totale de l'Autriche et développait un antisémitisme ouvertement racial. Il considérait que les Juifs ne pouvaient pas faire partie de la nation allemande, non pour des raisons religieuses, mais raciales. Le programme de Linz de 1882, soutenu par Schönerer, exigeait notamment l'adoption de l'allemand comme langue unique et la séparation des territoires non germanophones.
Bien que ce programme n'ait pas rencontré un grand succès politique, ses idées circulèrent dans les milieux pangermanistes. Schönerer déclara plus tard que l'antisémitisme devait être le pilier central de l'idée nationale, ce qui signifiait que l'exclusion des Juifs devenait une condition d'appartenance à la nation. Vienne, ville de la haine. 4 ans après la mort de son père, et après avoir vécu avec sa mère dans des villes comme Steyr et Linz, Adolf Hitler décide de s'installer à Vienne. Nous sommes alors en 1907. À cette époque, Vienne est l'une des grandes capitales culturelles d'Europe, centre artistique, intellectuel et politique de l'Empire austro-hongrois. Grâce au soutien financier de sa famille, il peut y séjourner quelques mois sans travailler. Très rapidement, il visite l'Académie des Beaux-Arts de Vienne afin de s'informer sur les conditions d'admission. L'Académie est alors une institution prestigieuse, formant peintres, architectes et artistes reconnus dans tout l'Empire. Quelques semaines plus tard, il se présente aux épreuves d'admission. Cependant, les examinateurs estiment qu'il manque de talent en dessin figuratif, notamment pour représenter des personnages humains, et est en conséquence rejeté. Après une seconde tentative, tout aussi désastreuse, le recteur lui suggère de s'orienter vers l'architecture. Cette recommandation n'est pas insignifiante. Les examinateurs reconnaissaient qu'il possédait un certain sens des structures et des bâtiments. Toutefois, Hitler n'ayant pas terminé ses études secondaires, il lui est pratiquement impossible d'accéder à ce cursus universitaire. Durant cette période déjà difficile, il reçoit une nouvelle tragique. Fin 1907, sa mère Clara meurt d'un cancer du sein. Cette perte l'affecte profondément. Clara était la personne à laquelle il était le plus attaché. Le médecin qui avait supervisé la maladie de Clara était le docteur Eduard Bloch, d'origine juive. Ce détail est historiquement important. Bloch était un médecin réputé pour sa bienveillance et son humanité. Il soigne aussi bien les familles aisées que les plus modestes, ajustant ses honoraires en fonction des moyens de ses patients. Cette attitude lui valut le surnom de médecin des pauvres. 3 ans avant la mort de Clara, Bloch avait déjà soigné Adolphe pour une affection que l'on pensait pulmonaire, mais qui s'était révélée bénigne. À partir de ce moment, la famille Hitler lui accorda une grande confiance. Lorsque Clara fut atteinte d'un cancer du sein, elle subit d'abord une opération par un collègue. Mais l'intervention ne permit pas d'éradiquer la maladie. Bloch tenta alors un traitement à l'iodoforme, un antiseptique utilisé à l'époque. Ce traitement extrêmement douloureux était l'un des rares disponibles. Malgré les soins et les injections de morphine pour soulager la douleur, Clara décéda après plusieurs mois de souffrance. Adolf Hitler manifesta alors une profonde reconnaissance envers le docteur Bloch. Il lui envoya plus tard des cartes postales et des tableaux qu'il avait lui-même peints. Lorsqu'Hitler accéda au pouvoir en 1933, il protégea Bloch et sa famille des persécutions antisémites, leur permettant même d'émigrer aux États-Unis. Il déclara un jour que si tous les juifs avaient été comme Bloch, il n'y aurait pas eu de question juive. Ce paradoxe interroge encore les historiens. Comment un homme capable de gratitude personnelle pouvait-il dans le même temps développer une haine idéologique collective? Mais revenons à Vienne. En 1908, après la mort de sa mère, Hitler s'y installe définitivement. Il bénéficie d'un héritage qui lui permet de vivre quelques mois sans travailler. Mais à la fin de 1909, ses ressources s'épuisent. Il est expulsé de son logement et tombe dans une profonde pauvreté. Il doit alors vivre dans des foyers pour sans-abri et fréquenter les soupes populaires. Cette expérience d'exclusion sociale joue un rôle important dans la construction de son ressenti. Il gagne sa vie en effectuant de petits travaux, déneiger les rues, porter des valises à la gare ou bien travailler comme ouvrier. Parallèlement, il commence à peindre des aquarelles représentant des bâtiments viennois qu'il vend par l'intermédiaire de partenaires. À cette époque, Vienne est dirigée par Karl Lueger, maire depuis 1897. Lueger est une figure politique majeure. Son parti chrétien-social combine réformes sociales et discours antisémites populistes. Il accuse les juifs d'être responsables à la fois du capitalisme financier et du marxisme, ce qui correspond à un schéma fréquent dans l'antisémitisme européen de l'époque. Rendre les juifs responsables de tendances politiques opposées mais jugées néfastes. Lueger
est bien vu parmi les classes moyennes et populaires. Il utilise un langage simple, parfois vulgaire, et canalise les frustrations économiques vers une cible identifiable, la communauté juive. Cette stratégie politique influence profondément Hitler. Plus tard, dans Mein Kampf, il qualifiera Luger de l'un des plus grands hommes politiques allemands de son temps. Cependant, certains historiens soulignent qu'à Vienne, Hitler entretint encore des relations commerciales avec des juifs. Cela suggère que son antisémitisme radical ne fut pas immédiatement total, mais qu'il se cristallisa progressivement. Munich et Hitler. En mai 1913, Hitler quitte l'Autriche pour s'installer à Munich, une ville qui fait alors partie de l'Empire allemand dirigé par le Kaiser Guillaume II. À cette époque, l'Allemagne est un État unifié depuis seulement 1871, mais elle est déjà devenue une grande puissance industrielle et militaire en Europe. Officiellement, Hitler explique son départ par son attirance pour la culture allemande. Officieusement, il cherche aussi à éviter le service militaire austro-hongrois. Or, il faut comprendre que l'Empire austro-hongrois n'est pas un État homogène. Il regroupe des Allemands, des Hongrois, des Tchèques, des Slaves du Sud, des Italiens et bien évidemment des Juifs. Pour Hitler, qui développe déjà une vision ethnique de la nation, servir dans une armée aussi diverse est inacceptable. En effet, il refuse l'idée de combattre aux côtés de peuples qu'il considère comme étrangers ou inférieurs. Cependant, en janvier 1914, les autorités autrichiennes retrouvent sa trace et l'obligent à se présenter à Salzbourg pour régulariser sa situation militaire. Il risque une sanction pour insoumission. Après examen médical, il est finalement déclaré inapte au service militaire, officiellement pour des raisons physiques. Quelques mois plus tard, en août 1914, l'Europe bascule dans la guerre après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Les alliances militaires se déclenchent automatiquement. L'Allemagne soutient l'Autriche-Hongrie, tandis que la France, la Russie et le Royaume-Uni entrent en guerre. À cette époque, beaucoup de jeunes hommes perçoivent la guerre comme un élan patriotique. Les foules se rassemblent sur les places publiques pour soutenir la mobilisation. Le 2 août 1914, Hitler se trouve à Munich, sur l'Odeonsplatz, lors d'un rassemblement patriotique. Une photographie prise ce jour-là sera plus tard utilisée par la propagande nazie pour illustrer son engagement précoce. Bien qu'il soit autrichien, il demande à s'engager dans l'armée bavaroise. Sa demande est alors acceptée, ce qui montre que les autorités privilégient alors le volontariat patriotique plutôt que la stricte nationalité. Il rejoint le 16e régiment d'infanterie de réserve bavarois. Les régiments de réserve sont composés d'hommes mobilisés rapidement pour renforcer l'armée régulière. La formation militaire est courte, car la guerre est censée être rapide. Son unité est envoyée en Belgique et participe à la première bataille d'Ypres à l'automne 1914. Cette bataille marque l'entrée dans la guerre des tranchées, caractérisée par des lignes fortifiées, des assauts meurtriers et une guerre d'usure. Hitler n'est pas officier. Il obtient le grade de Gefreiter, équivalent approximatif à soldat de première classe. Ce grade ne lui donne pas de commandement significatif. Il devient alors messager régimentaire. Pour un non-spécialiste, il est important de comprendre que ce rôle consiste à transmettre des ordres écrits ou verbaux entre le front et le quartier général. Cela implique des déplacements sous le feu ennemi, mais aussi des périodes en arrière des lignes. En décembre 1914, il reçoit la Croix de fer de deuxième classe. En août 1918, il reçoit la Croix de fer de première classe, une décoration plus rare pour un homme de son rang. Cette distinction jouera un rôle symbolique important dans sa carrière politique ultérieure. En 1916, lors de la bataille de la Somme, l'un des affrontements les plus meurtriers de la guerre, il est blessé par un éclat d'obus à la cuisse. Il passe 2 mois en convalescence à Berlin. Il découvre alors la situation dramatique de l'arrière allemand. Le blocus naval britannique empêche l'importation de nourriture et de matières premières. L'hiver 1916-1917 est marqué par des pénuries graves, parfois appelées l'hiver du navet. En octobre 1918, alors que l'Allemagne est militairement affaiblie, il est victime d'une attaque au gaz moutarde. Les armes chimiques utilisées depuis 1915 provoquent brûlures et cécité temporaire. Il est alors hospitalisé à Pasewalk. C'est là qu'il apprend l'armistice du 11 novembre 1918. Le Kaiser abdique, l'Empire allemand s'effondre et une république est proclamée.
Pour Hitler, cette défaite est incompréhensible. Il est convaincu que l'armée n'a pas été battue sur le champ de bataille, mais trahie de l'intérieur. Cette conviction devient un pilier de sa future idéologie. Le coup de poignard. À partir de ce moment-là, Hitler est plongé dans une Allemagne en ruine psychologique. Pour un soldat comme lui, l'effondrement du Reich en novembre 1918 est vécu comme une humiliation totale. Sur le terrain, l'armée allemande n'a pas été balayée d'un seul coup. Les combats se sont poursuivis jusqu'au dernier mois et beaucoup de soldats ont la sensation d'avoir tenu, d'avoir encore des forces. Or, soudain, on leur annonce l'armistice, la chute du Kaiser et la naissance d'un nouveau régime. Pour Hitler, cette rupture brutale devient la preuve d'une trahison intérieure. C'est précisément dans ce climat que se répand une idée simple et extrêmement efficace. L'Allemagne n'aurait pas été vaincue militairement, elle aurait été poignardée dans le dos. L'expression allemande prétend que l'armée restée invaincue sur le champ de bataille aurait été sabotée par l'arrière, par des civils, des politiciens, des révolutionnaires et dans certaines versions, par les juifs. En 1919, une commission d'enquête parlementaire interroge le général Paul von Hindenburg, ancien commandant suprême de l'armée allemande, afin de comprendre les causes de la défaite. Dans ses déclarations, Hindenburg affirme que l'Allemagne a été affaiblie par le manque de soutien du gouvernement qui aurait commencé à envisager des négociations de paix au moment où l'effort militaire devait être maintenu. Il insiste aussi sur le fait que l'armée aurait été minée par l'agitation révolutionnaire, par l'effondrement moral de l'arrière et par la contestation politique qui grandit en 1918. C'est là qu'apparaît, noir sur blanc, la formule qui va marquer les esprits. Hindenburg reprend l'image d'un général britannique selon laquelle l'armée allemande a été poignardée dans le dos. Cette phrase répétée, amplifiée, reprise par la presse et par les mouvements nationalistes devient un outil politique redoutable. Elle permet une chose essentielle, déplacer la responsabilité. Au lieu d'admettre l'épuisement militaire, la supériorité matérielle des Alliés et l'impact décisif de l'entrée en guerre des États-Unis, on fabrique alors une explication morale. Ce n'est pas l'armée qui a perdu, ce sont les traîtres qui ont fait perdre. Pour un public non spécialiste, il faut comprendre pourquoi ce récit fonctionne si bien. Une défaite militaire est complexe. Elle implique des facteurs logistiques, économiques, diplomatiques, mais aussi des choix stratégiques, des erreurs de commandement et une guerre d'usure où l'industrie et les ressources comptent autant que le courage. Or, une société humiliée préfère souvent une cause simple, presque théâtrale, tout simplement parce qu'elle restaure l'honneur. Eh bien, si l'on a perdu, c'est parce qu'on a été trahi et pas parce qu'on a été battu. Certains ont aussi tenté de relier l'image du coup dans le dos à un imaginaire culturel allemand, notamment à l'opéra Götterdämmerung de Richard Wagner, présenté en 1876, où le personnage de Hagen tue Siegfried par derrière. Ce rapprochement n'est pas une preuve d'origine directe, mais il montre que l'idée d'une trahison par l'arrière s'inscrit facilement dans des références symboliques connues et donc mémorables. Dans la réalité, les historiens rejettent massivement la légende du coup de poignard dans le dos. Ils soulignent que l'armée allemande est à bout de réserve, que l'économie est asphyxiée et que le blocus allié pèse lourdement sur l'approvisionnement, mais aussi que l'équilibre stratégique bascule fortement avec l'arrivée de troupes et de ressources américaines. Mais ce rejet historique n'empêche pas le mythe de prospérer, parce qu'il sert un objectif politique immédiat, délégitimer la nouvelle République de Weimar en la présentant comme née de la trahison. Dans ce climat de suspicion, une décision prise pendant la guerre va être instrumentalisée. En 1916, l'état-major allemand met en place un recensement des Juifs dans l'armée, le Judenzahlung. L'idée alimentée par les rumeurs est de prouver que les Juifs se tiendraient à l'écart du front. Or, les résultats ne confirment pas ces accusations. Ils montrent au contraire des proportions comparables de participation et donc ne valident pas l'idée d'un manque de patriotisme spécifique. Mais le point crucial, c'est que les résultats ne sont pas rendus publics de manière transparente. Dans un contexte d'antisémitisme déjà présent, ce silence permet toutes les manipulations. Certains peuvent prétendre que si l'on ne publie pas, c'est parce que ça prouve quelque chose. Après 1918, différents groupes nationalistes, d'extrême droite et antisémites
transforme alors la légende du coup de poignard dans le dos en récit global. Dans cette version, ce ne sont pas seulement des politiciens qui auraient trahi, mais une conspiration interne. Et dans ce glissement, les Juifs sont de plus en plus présentés comme responsables, au même titre que les sociodémocrates, les révolutionnaires ou bien les marxistes. On pose ainsi les bases d'un bouc émissaire total, une catégorie à qui l'on peut attribuer à la fois la défaite, la crise, l'humiliation et même le chaos social. Quand Hitler revient à la politique active à Munich, il trouve donc un terrain déjà préparé. Ce mythe lui fournit une structure mentale prête à l'emploi. Il n'a plus besoin de démontrer, il lui suffit de répéter, d'amplifier et de relier chaque événement au même fil conducteur. La République de Weimar devient, dans cette logique, non pas une tentative de reconstruction, mais le régime des criminels de novembre, ceux qui auraient signé l'armistice et donc poignardé la nation. Et lorsqu'Hitler et le parti nazi arrivent au pouvoir en 1933, cette légende est transformée en histoire officielle. La propagande présente Weimar comme un âge de corruption, de dégénérescence, d'humiliation nationale et de persécution de l'opposition nationale honnête, et affirme que la révolution nationale de 1933 aurait enfin balayé ce système né de la trahison. On n'est plus dans une opinion, on est dans une mythologie d'État utilisée pour justifier l'élimination des adversaires politiques et la radicalisation idéologique. À partir de là, une étape supplémentaire devient possible. Si la défaite devient une trahison interne, alors il faut identifier l'ennemi intérieur, l'exclure, puis le détruire. Et c'est exactement à ce moment que d'autres textes et d'autres récits complotistes déjà en circulation vont venir se greffer sur ce mythe pour lui donner une prétendue preuve. Et c'est là qu'entrent en scène les fameux protocoles des sages de Sion. Un ennemi mondial. Alors que la légende du coup de poignard dans le dos s'installe en Allemagne, un autre texte vient offrir une prétendue preuve à ceux qui cherchent un ennemi intérieur. Ce texte s'intitule « Les protocoles des sages de Sion ». Il ne naît pas en Allemagne, mais dans l'Empire russe au début du XXe siècle, dans un climat déjà marqué par un antisémitisme violent et institutionnalisé. La première publication connue apparaît en 1903 dans un journal de Saint-Pétersbourg appelé Znamia, dirigé par Pavel Krusevan. Krusevan n'est pas un observateur neutre, il est un militant antisémite convaincu, impliqué dans les campagnes de presse hostiles aux Juifs et associé à des milieux ultranationalistes russes. Le texte prétend reproduire les comptes rendus secrets d'une réunion de dirigeants juifs internationaux planifiant la domination mondiale. On y lit que ces sages auraient pour objectif de contrôler les gouvernements, manipuler la presse, dominer les marchés financiers ou bien encore affaiblir la religion chrétienne et provoquer des crises politiques, et ce, afin de soumettre progressivement les nations. Peu après, en 1905, le texte est repris et diffusé plus largement par Sergius Nilus, un écrivain mystique russe proche des milieux monarchistes. Nilus intègre les protocoles dans un ouvrage à caractère religieux et apocalyptique, présentant le document comme une preuve que le monde chrétien serait menacé par une conspiration occulte. Ce cadre religieux renforce la dimension dramatique du texte et lui donne une portée quasi prophétique. Il est aujourd'hui établi par les historiens que les protocoles sont un faux. Des recherches ont démontré qu'une grande partie du texte est un plagiat d'un pamphlet politique français publié au XIXe siècle, Le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu de Maurice Joly, qui ne visait absolument pas les Juifs, mais critiquait le régime de Napoléon III. Le document russe adapte ce texte en remplaçant les protagonistes par un prétendu complot juif mondial. De nombreux spécialistes estiment que la fabrication a été orchestrée par les membres de l'Okhrana, la police secrète du régime tsariste, dans le but de détourner la colère populaire et de renforcer l'autorité monarchique. En 1921, une enquête détaillée du journal britannique The Times démontre publiquement le caractère frauduleux des protocoles. Pourtant, la révélation n'empêche pas leur diffusion. Pour ceux qui veulent y croire, le fait que le texte soit contesté devient même une preuve supplémentaire de la puissance supposée du complot. Après la révolution bolchevique de 1917, le contexte européen change radicalement. La Russie impériale s'effondre et un régime communiste s'installe.
Comme certains dirigeants bolcheviques sont d'origine juive, des mouvements nationalistes européens exploitent cette réalité partielle pour élaborer une théorie globale, celle du judéo-bolchevisme. Selon cette construction idéologique, le communisme ne serait pas simplement un mouvement politique, mais l'instrument d'un projet juif international visant à détruire les nations traditionnelles. Les protocoles deviennent alors la preuve écrite de cette prétendue conspiration. Le texte est traduit en allemand dès 1919, au moment où l'Allemagne est en pleine crise politique. Il circule dans les milieux nationalistes, antisémites et paramilitaires. Il est également diffusé aux États-Unis, où l'industriel Henry Ford joue un rôle majeur. Ford finance et publie une série d'articles rassemblés sous le titre « The International Jew ». Ces écrits reprennent largement les thèses complotistes et donnent au protocole une visibilité internationale. Leur diffusion dans un pays aussi influent que les États-Unis contribue à leur légitimisation auprès d'un public déjà inquiet des transformations économiques et sociales. En Allemagne, Alfred Rosenberg, futur idéologue du parti nazi, participe activement à la propagation du texte. Rosenberg considère les protocoles comme une clé d'interprétation du monde moderne. Pour lui, les crises économiques, la presse libérale, le marxisme et même certaines formes de capitalisme seraient autant d'expressions d'un même plan. Adolf Hitler découvre les protocoles dans ce climat intellectuel. Dans Mein Kampf, il évoque le document comme une révélation sur la prétendue nature du peuple juif et ne s'intéresse pas sérieusement à la question de l'authenticité. Ce qui l'intéresse, c'est la cohérence idéologique que le texte lui offre. Même si le document est contesté, il estime qu'il décrit une vérité essentielle. Cette manière de raisonner inverse la logique historique. La croyance précède la preuve et toute information est interprétée comme une confirmation. Joseph Goebbels, futur ministre de la propagande du Reich, adopte une position similaire. Dans son journal, il admet que les protocoles pourraient être un faux, mais il ajoute aussi qu'il exprime malgré tout une vérité profonde sur l'ennemi. Cette formule résume parfaitement la fonction politique du texte. Peu importe qu'il soit fabriqué, il est utile. À partir de 1933, une fois les nazis au pouvoir, les protocoles sont réédités et diffusés massivement en Allemagne. Entre 1919 et la fin des années 1930, plusieurs éditions circulent, notamment par l'intermédiaire des maisons d'édition liées au parti. Ils sont utilisés dans la propagande, dans certains manuels scolaires et dans les territoires occupés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le texte contribue à transformer un groupe religieux et culturel divers en une entité abstraite et mondiale, présentée comme coordonnée et omniprésente. Ce mécanisme est essentiel pour comprendre la radicalisation nazie. Tant que l'ennemi est local ou individuel, la violence reste limitée. Mais lorsque l'ennemi est présenté comme mondial, invisible et organisé, la logique bascule vers une lutte totale. Les protocoles offrent cette dimension globale. Ils relient la défaite de 1918, la crise économique, la révolution russe et même les transformations culturelles à une même explication simplifiée. Ainsi, la légende du coup de poignard dans le dos et le récit des protocoles se renforcent mutuellement. L'un fournit le traumatisme national, l'autre fournit l'ennemi universel. Ensemble, ils forment une base idéologique sur laquelle Hitler va bâtir son discours politique dans les années 1920. La lettre de Gemlich. À l'automne 1919, Adolf Hitler n'est pas encore le chef d'un grand mouvement politique. Il est un ancien soldat employé par l'armée bavaroise dans un système de surveillance politique. Son rôle consiste à assister à des réunions, à observer les groupuscules nationalistes et à rédiger des rapports. Mais c'est dans ce cadre relativement discret qu'apparaît pour la première fois par écrit une formulation claire et structurée de son antisémitisme. Le 16 septembre 1919, Hitler rédige une lettre en réponse à une question posée par un soldat nommé Adolf Gemlich. Ce dernier s'interroge sur ce que l'on appelle alors la question juive. La réponse de Hitler, connue sous le nom de lettre de Gemlich, constitue un document essentiel pour comprendre l'évolution de sa pensée. Dans cette lettre, Hitler affirme que le judaïsme ne doit pas être considéré comme une religion, mais comme une race. Ce glissement est fondamental. L'antisémitisme religieux
présent depuis des siècles en Europe chrétienne, reprochait aux Juifs leurs croyances. L'antisémitisme racial, lui, prétend que l'appartenance juive est inscrite dans le sang et ne peut être modifiée par la conversion ou l'assimilation. Cette transformation du discours donne une dimension biologique et irréversible à la haine. Hitler écrit que les Juifs seraient motivés uniquement par l'intérêt matériel et la domination économique. Il les présente comme un corps étranger au sein de la nation allemande, mais il précise également que la solution ne doit pas être émotionnelle ou impulsive. Selon lui, il faut mener une lutte rationnelle, méthodique, qui viserait à retirer progressivement aux Juifs leurs droits civiques. Il ne parle pas encore d'extermination physique. À ce stade, il évoque plutôt une exclusion politique et sociale. Mais le principe est posé, les Juifs ne peuvent pas faire partie de la communauté nationale. Cette lettre est importante parce qu'elle montre que l'antisémitisme de Hitler ne relève pas seulement de la colère ou de l'opportunisme politique. Il cherche déjà à lui donner une structure intellectuelle. Il combine des éléments issus du pangermanisme, du racisme biologique en vogue à l'époque, des théories complotistes comme les protocoles et du traumatisme de la défaite de 1918. En parallèle, la situation de l'Allemagne continue de se dégrader. Le traité de Versailles, signé en juin 1919, impose des conditions extrêmement lourdes au pays. L'Allemagne perd des territoires, doit réduire drastiquement son armée, abandonner ses colonies et accepter la clause de responsabilité de guerre qui lui attribue la faute principale du conflit. À cela s'ajoutent des réparations financières considérables. Pour de nombreux Allemands, ces conditions sont perçues comme une humiliation nationale. Le traité devient alors un symbole de soumission. Dans les milieux nationalistes, on parle alors de diktat, c'est-à-dire d'un traité imposé sans véritable négociation. Hitler exploite cette colère. Il relie Versailles à la légende du coup de poignard dans le dos. Selon lui, si l'Allemagne a accepté ces conditions, c'est parce que des dirigeants faibles et corrompus ont trahi la nation. Et dans sa vision du monde, ces dirigeants seraient influencés, voire manipulés par des intérêts juifs internationaux. La crise économique renforce encore ce discours. En 1923, l'Allemagne connaît une hyperinflation spectaculaire. La monnaie se dévalue à un rythme vertigineux. Les salaires doivent être payés plusieurs fois par jour. Des billets de banque sont transportés dans des brouettes pour acheter du pain. Les économies d'une vie disparaissent en quelques semaines. Dans un tel contexte, les explications complexes sur les mécanismes financiers internationaux ne convainquent pas facilement. En revanche, désigner un ennemi identifiable et répéter qu'il existe une conspiration devient politiquement efficace. Alors, Hitler comprend que la colère populaire peut être canalisée. Il multiplie les discours dans les brasseries de Munich. Son style est théâtral, rythmé, fondé sur la montée progressive de l'émotion. Il commence souvent calmement, expose des griefs partagés par le public, puis désigne des responsables, avant de terminer sur une vision de renaissance nationale. En 1923, porté par cette dynamique et par le soutien de certains milieux nationalistes bavarois, il tente de prendre le pouvoir par la force lors du putsch de la brasserie à Munich. L'opération échoue, la police ouvre le feu et plusieurs participants sont tués. Hitler est alors arrêté et jugé pour haute trahison. Son procès en 1924 lui offre une tribune nationale. Il transforme l'audience en plateforme politique. Il se présente non comme un criminel, mais comme un patriote ayant voulu sauver l'Allemagne. Sa condamnation est relativement clémente. Il est condamné à 5 ans de prison, mais n'en purge qu'un peu plus de 9 mois, dans des conditions relativement confortables à la forteresse de Landsberg. C'est durant cette détention qu'il dicte Mein Kampf à Rudolf Hess. Dans cet ouvrage, il systématise ses idées, le racisme biologique, la hiérarchie des peuples, la nécessité d'un espace vital pour l'Allemagne et surtout l'idée que les Juifs seraient l'ennemi principal de la nation. Ce livre n'est pas seulement un manifeste politique, c'est une tentative de donner une cohérence globale à son ressenti. Il y relie sa jeunesse à Vienne, la défaite de 1918, le traité de Versailles, la révolution russe et les crises économiques en les interprétant comme les manifestations d'un même combat. À partir de ce moment-là, l'antisémitisme n'est plus un simple thème parmi d'autres dans son discours. Il devient le noyau central autour duquel s'articule toute sa vision du monde. De marginal à fureur.
Après sa sortie de prison en décembre 1924, Adolf Hitler comprend que la prise du pouvoir par la force est une impasse. Le putsch de 1923 a échoué et l'armée, comme les élites conservatrices, ne l'ont pas soutenu. Il change alors de stratégie. Plutôt que de renverser la République de Weimar par un coup d'État, il décide de la conquérir de l'intérieur en utilisant ses propres mécanismes électoraux. À cette époque, le parti nazi reste marginal. Aux élections de 1924 et 1928, il obtient des résultats faibles. L'Allemagne semble connaître une relative stabilisation. Les années 1924 à 1929 sont parfois qualifiées de Golden Twenties allemands. L'économie se redresse grâce à des prêts américains, la culture est dynamique. Berlin devient même un centre artistique important et la République paraît plus solide. Mais cette stabilité est fragile, elle repose largement sur des capitaux étrangers, notamment américains. Lorsque la crise économique mondiale éclate en octobre 1929 avec le crash de Wall Street, l'Allemagne est frappée de plein fouet. Les banques s'effondrent, les entreprises ferment et le chômage explose. En quelques années, des millions d'Allemands se retrouvent sans travail. Dans ce contexte de désespoir économique, le discours nazi trouve un écho nouveau. Hitler promet le travail, l'ordre, la fin du chaos parlementaire et surtout la restauration de la grandeur nationale. Il affirme que la démocratie parlementaire est inefficace et que seule une autorité forte peut sauver l'Allemagne. Entre 1930 et 1932, le parti nazi connaît une ascension spectaculaire. Aux élections législatives de septembre 1930, il devient la deuxième force politique du Reichstag. En juillet 1932, il obtient même le plus grand nombre de sièges. Le parti ne détient pas encore la majorité absolue, mais il est devenu incontournable. Il est important de comprendre que cette progression ne repose pas uniquement sur la violence des milices SA, même si celle-ci joue un rôle d'intimidation dans les rues. Elle repose aussi sur une stratégie de communication moderne. Le parti utilise affiches, journaux, rassemblements de masse et même les nouvelles technologies comme la radio. Les meetings sont soigneusement mis en scène, les symboles, les drapeaux, les uniformes, mais un véritable sentiment d'unité et de puissance collective. Hitler se présente comme un homme providentiel. Il adapte son discours selon son public. Devant les ouvriers, il insiste sur la lutte contre le chômage. Devant les industriels, il promet de combattre le communisme. Devant les nationalistes, il parle de revanche contre Versailles. Ce pragmatisme politique contraste avec l'image d'idéologue rigide qu'il cultive. En 1932, Hitler se présente à l'élection présidentielle contre le maréchal Paul von Hindenburg. Il perd, mais obtient un nombre considérable de voix. Cette campagne renforce sa visibilité nationale. La République de Weimar, de son côté, est affaiblie par l'instabilité gouvernementale. Les chanceliers se succèdent. Les coalitions sont fragiles. Le président Hindenburg gouverne de plus en plus par décret d'urgence, contournant le Parlement. Cette pratique, prévue par l'article 48 de la Constitution, était censée être exceptionnelle. Elle devient presque routinière, ce qui affaiblit la culture démocratique. En janvier 1933, après plusieurs manœuvres politiques et sous-estimant sa capacité à transformer le système, des élites conservatrices persuadent Hindenburg de nommer Hitler chancelier. Leur idée est simple, l'encadrer, l'utiliser, puis le contrôler. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est officiellement nommé chancelier du Reich. Ce moment ne correspond pas à un coup d'État spectaculaire. Il s'agit d'une nomination légale dans le cadre constitutionnel. Ce qui rend l'événement historiquement si important, c'est que la prise de pouvoir nazie ne commence pas par l'abolition immédiate des institutions, mais plutôt par leur instrumentalisation. Quelques semaines plus tard, en février 1933, l'incendie du Reichstag fournit un prétexte pour suspendre les libertés civiles. Les communistes sont arrêtés, les opposants intimidés. En mars 1933, la loi des pleins pouvoirs est adoptée. Elle permet au gouvernement de légiférer sans l'accord du Parlement. En quelques mois, la démocratie allemande cesse d'exister. Les partis politiques sont interdits, les syndicats dissous, la presse mise au pas. Le régime se transforme en dictature. À partir de ce moment, l'antisémitisme n'est plus seulement un discours de meeting, il devient politique d'État. Chasse à l'homme. Une fois nommé chancelier le 30 janvier 1933, Hitler n'installe pas immédiatement un système de terreur totale. La transformation est progressive, méthodique, presque administrative. C'est ce qui la rend
d'autant plus redoutable. L'objectif n'est pas d'abord de tuer, mais d'exclure, d'isoler, de retirer des droits, puis de rendre la présence juive invisible dans l'espace public allemand. Dès avril 1933, le régime adopte la loi pour la restauration de la fonction publique professionnelle. Ce texte permet tout simplement d'exclure les fonctionnaires juifs de l'administration. Ce n'est pas encore une violence physique, mais c'est un signal clair. Les juifs ne sont plus considérés comme membres légitimes de la communauté nationale. Dans les mois qui suivent, d'autres mesures apparaissent. Les avocats juifs sont radiés, les médecins voient leur autorisation restreinte et les enseignants sont écartés. Le boycott des magasins juifs est organisé dès le 1er avril 1933. Des membres des SA se postent devant les commerces, peignent des étoiles de David sur les vitrines et dissuadent les clients d'entrer. Cette phase est essentielle pour comprendre la mécanique du régime. Il s'agit d'habituer progressivement la population à l'idée que les Juifs constituent un groupe séparé, distinct, et qu'il est normal qu'ils soient traités différemment. En 1934, Hitler consolide son pouvoir lors de la nuit des longs couteaux. Cette purge interne vise d'abord les dirigeants des SA, notamment Ernst Röhme, qui représente une menace politique. Mais l'événement envoie également un message clair. Le pouvoir ne tolère aucune opposition, même interne. L'armée, rassurée par l'élimination de Röhme, prête ensuite serment de fidélité personnelle à Hitler. En août 1934, à la mort du président Hindenburg, Hitler fusionne les fonctions de chancelier et de président. Il devient alors le Führer. À partir de ce moment, son autorité n'est plus seulement politique, elle est présentée comme incarnant l'État lui-même. L'étape suivante est juridique et fondamentale. En septembre 1935, lors du congrès du parti à Nuremberg, sont adoptées les lois dites de Nuremberg. Ces lois définissent juridiquement qui est considéré comme juif selon des critères raciaux. Elles interdisent les mariages et les relations entre juifs et ariens. Elles retirent aux juifs la citoyenneté allemande. Ce passage du religieux au biologique est capital. On ne parle plus de foi, mais de sang. Même un juif converti au christianisme reste juridiquement juif selon la classification raciale du régime. Cette construction pseudo-scientifique repose sur des théories raciales déjà présentes dans certains milieux européens depuis la fin du XIXe siècle. Elle donne au régime une apparence de rationalité administrative. Des formulas sont créés, des arbres généalogiques sont examinés, la discrimination devient alors bureaucratique. En novembre 1938, survient la Nuit de cristal. Après l'assassinat d'un diplomate allemand à Paris par un jeune juif polonais, le régime orchestre des violences à grande échelle contre les communautés juives en Allemagne et en Autriche. Des synagogues sont incendiées, des commerces détruits, des milliers d'hommes juifs sont arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. Cette fois, la violence est publique et massive. Elle marque un tournant. L'exclusion économique et juridique laisse place à une brutalité ouverte. Il faut comprendre que jusqu'à la fin des années 1930, la politique nazie vise encore principalement à pousser les Juifs à l'émigration. Beaucoup quittent l'Allemagne, mais tous ne peuvent pas partir. Les quotas d'immigration sont limités dans de nombreux pays. Lorsque la guerre éclate en 1939, avec l'invasion de la Pologne, la situation change radicalement. Le régime contrôle désormais des millions de juifs supplémentaires dans les territoires occupés. La question n'est plus seulement allemande, elle devient européenne. Dans les premières années de guerre, les juifs sont regroupés dans des ghettos en Pologne. Les conditions de vie y sont catastrophiques. La faim, la maladie et le surpeuplement provoquent des dizaines de milliers de morts. En 1941, après l'invasion de l'Union soviétique, les Einsatzgruppen, unités mobiles de tuerie, suivent l'armée allemande et procèdent à des fusillades de masse. Hommes, femmes et enfants sont exécutés près des fosses communes. À partir de 1942, la politique prend une dimension industrielle. Lors de la conférence de Wannsee, en janvier 1942, des responsables nazis coordonnent ce qu'ils appellent la solution finale de la question juive. Il s'agit désormais d'un programme d'extermination systématique. Des centres de mise à mort sont établis, notamment à Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno et Majdanek. Des millions de personnes sont assassinées. Cette radicalisation ne surgit pas en un jour. Elle est le résultat d'un enchaînement. Mythe du coup de poignard, théories complotistes comme les protocoles, exclusion légale, déshumanisation administrative, violence publique, puis extermination.
La haine personnelle de Hitler s'est transformée en système étatique soutenu par une administration, une police, une armée et des structures industrielles. Les derniers jours. À mesure que la guerre avance, la situation militaire de l'Allemagne se détériore irrémédiablement. Après les succès initiaux en Pologne et en Europe occidentale, puis l'invasion de l'Union soviétique en 1941, le conflit devient une guerre d'usure que le Reich n'est plus capable de soutenir sur le long terme. La défaite de Stalingrad en 1943 marque un tournant stratégique majeur. L'armée allemande recule à l'est. À l'ouest, après le débarquement allié en Normandie en juin 1944, le front se rapproche inexorablement des frontières allemandes. Malgré l'effondrement progressif, Hitler refuse toute remise en question de sa vision du monde. Il interprète chaque revers comme une preuve supplémentaire de la faiblesse morale de certains généraux ou de la trahison de collaborateurs insuffisamment loyaux. Il limoge des officiers, prend des décisions militaires de plus en plus centralisées et s'enferme dans une logique où la volonté doit suppléer la réalité matérielle. Le 20 juin 1944, une tentative d'assassinat menée par des officiers allemands échoue. L'explosion d'une bombe placée lors d'une réunion ne tue pas Hitler. Cet attentat renforce sa méfiance et déclenche une vague de répression contre les opposants internes. Des centaines de personnes sont arrêtées, jugées et exécutées. Là encore, l'idée de trahison intérieure réapparaît comme un écho tardif de la légende du coup de poignard dans le dos qu'il avait marqué en 1918. À partir de janvier 1945, l'armée rouge avance rapidement à l'est. Les forces alliées, elles aussi, progressent à l'ouest. Berlin devient une cible. Hitler se retire alors dans le Führerbunker, un complexe souterrain situé sous la chancellerie du Reich. Il y vit ses dernières semaines, isolé, entouré d'un cercle restreint de collaborateurs fidèles. Dans le bunker, il continue de tenir des réunions militaires, bien que la situation soit désespérée. Il ordonne des contre-offensives irréalistes, espère des divisions qui n'existent plus et refuse toute capitulation. Pour lui, la guerre est devenue une épreuve existentielle. Il déclare que si le peuple allemand a échoué, c'est qu'il ne s'est pas montré digne de sa mission historique. Cette logique révèle une constante, l'idéologie prime sur la réalité humaine. Jusqu'au bout, il ne renonce pas à son antisémitisme. Dans son testament politique, dicté le 29 avril 1945, il réaffirme que la guerre serait le résultat d'une conspiration internationale et il y maintient sa conviction que le combat contre les Juifs était nécessaire pour l'avenir de l'Allemagne. Même face à l'effondrement total, il ne reconnaît aucune erreur fondamentale dans sa vision. Le 30 avril 1945, alors que les troupes soviétiques se rapprochent du centre de Berlin, Hitler se suicide dans le bunker. Son corps est brûlé, conformément à ses instructions. Quelques jours plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition. La fin du régime nazi ne met pas immédiatement fin aux conséquences de cette idéologie. L'Europe découvre l'ampleur des crimes commis, les camps de concentration et d'extermination sont libérés. Les images et les témoignages révèlent une réalité que beaucoup n'avaient pas voulu voir ou avaient refusé de croire. L'antisémitisme de Hitler, nourri dans sa jeunesse, structuré après 1918, rationalisé dans ses écrits, transformé en loi dans les années 1930, puis industrialisé pendant la guerre, ne fut pas un simple discours de haine isolé. Il devint un système complet, soutenu par un appareil d'État, des administrations, des forces de police, des structures militaires et une partie de la société. Comprendre cette trajectoire ne signifie pas réduire l'histoire à un seul homme. De nombreux acteurs ont participé, soutenu ou accepté ce processus. Mais la cohérence idéologique, depuis les premières formulations écrites jusqu'au testament final, montre une continuité. L'idée d'un ennemi intérieur et mondial, responsable de la défaite, de la crise et du déclin.